Bonjour à vous. Alors, on a quelques planches de présentation sur le qui sommes-nous à la direction des affaires juridiques. À vous de vous présenter l'événement qu'on a souhaité célébrer à l'occasion des 60 ans du SGA, sachant que c'est une direction qui, elle, a 20 ans, puisqu'elle a été créée en fait avec Marc Guillaume comme directeur en 1999. Donc, la direction des affaires juridiques, c'est une direction avec son nom l'indique, une mission particulière. Simplement, elle a des particularités au sein du ministère des Armées, d'une part en termes de périmètre, c'est-à-dire qu'on conseille les armées, les directions, les services, avec un champ très vaste qui va jusqu'au service de renseignement. Et on a un monopole, c'est-à-dire qu'il y a certes des compétences juridiques au sein des états-majors ou des directions, mais c'est nous qui avons le dernier mot, avec une direction à la tête de laquelle est placé un conseiller d'État depuis le début. En tant qu'adjointe, moi, je suis administrateur de l'État. Donc ça, c'est la première particularité. Il en résulte en fait un champ de compétences matérielles qui est extrêmement vaste, puisque on va des travaux interministériels qui intéressent le ministère, hein, puisque le champ des attributions du ministère des Armées est quasiment celui d'un quasi-État. C'est-à-dire qu'il y a des musées, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des fonctionnaires. Et puis, il y a des particularités. Par exemple, il y a des opérations extérieures, il y a des contrats opérationnels, il y a des sujets en matière nucléaire ou évidemment, les opérations extérieures elles-mêmes qui posent des questions de droit international ou de droit européen. Donc, on a un champ d'attribution très vaste. Et on a à cœur, je crois que c'est un peu notre raison sociale, d'être, je dirais, un apporteur de solutions. C'est-à-dire qu'on cherche à innover pour trouver des solutions juridiquement sûres pour répondre aux besoins de la Direction générale de l'armement, des armées, pour prévenir des phénomènes qui nous paraissent préjudiciables, par exemple ce qu'on appelle la judiciarisation, c'est-à-dire ce qu'ont connu par exemple des États comme le Royaume-Uni, où il peut y avoir des flots de requêtes massifs qui ne sont pas forcément adaptés aux opérations extérieures. Et donc, on donne des conseils s'agissant de l'activité des forces en France, à l'étranger, sur le plan européen, et puis en matière de renseignement. Donc, pour assumer ces missions, on est à peu près 180 personnes, avec des profils militaires à 40%, des profils civils à 60%, des contractuels, des titulaires, des personnes qui sont originaires des tribunaux administratifs. Enfin, on a une variété de recrutement qui est aussi la garantie, d'une part, qu'on comprend ce que font les armées et on a les réseaux et les réflexes suffisants pour donner un conseil adapté. On a aussi une exigence de technicité et d'être suffisamment pointu pour apporter une solution juridique sécurisée et éviter le contentieux. Contentieux qu'on traite aussi par ailleurs. On a une sous-direction du contentieux qui, de bout en bout, traite les contentieux du ministère qui, comme Madame la secrétaire générale pour l'administration l'a indiqué, est quand même un des premiers acheteurs, un des premiers propriétaires fonciers, le premier propriétaire foncier. Donc la matière contentieuse est des plus riches. Voilà. Donc pour exercer ces missions qui sont passionnantes, vastes et très exigeantes, il y a 3 sous-directions et une division. Donc une sous-direction du droit public et du droit privé qui est en fait un peu l'épine dorsale de cette direction puisqu'elle produit beaucoup de textes, beaucoup de réformes. Une sous-direction du droit international et du droit européen qui, elle, s'occupe plutôt des OPEX, des accords en matière d'information classifiée, d'opérations extérieures, de coopération, mais aussi du droit européen. Une sous-direction du contentieux et enfin une division des affaires pénales militaires qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui puisque c'est elle qui est portée à l'honneur sur les Champs-Élysées, enfin qui défilera sur les Champs-Élysées le 14 juillet prochain, puisqu'on a souhaité célébrer les 40 ans d'une loi qui, en fait, supprime les tribunaux militaires et qui, je dirais, banalise le traitement ou la justice militaire en un certain sens. Voilà. Alors, s'agissant de la division des affaires pénales militaires, peut-être Thomas ? Oui. Bien, donc bonjour à tous. Je suis le magistrat général Thomas Bride, comme son nom l'indique, magistrat, donc magistrat détaché au sein du ministère des Armées et plus précisément au sein du service de la justice militaire, dont je dirai tout à l'heure quelques mots.
Donc magistrat de l'ordre judiciaire détaché, singularité également de la division des affaires pénales militaires, puisque c'est la seule unité militaire de l'ADAGE, pas de ESGA, mais la seule unité militaire de l'ADAGE, et elle constitue, comme je l'ai indiqué, l'administration centrale du service de la justice militaire, qui est l'intitulé de la formation rattachée au sens code de la défense. La singularité de cette division, on fera un focus d'abord sur les greffiers militaires, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, mais la singularité de la division d'affaires pénales militaires, c'est qu'elle est composée de magistrats de l'ordre judiciaire détachés et de greffiers militaires. Greffiers militaires dont vous savez peut-être qu'ils sont dans une deuxième vie militaire, puisque nous ne recrutons qu'au sein, c'est un recrutement interne, d'anciens militaires ayant au minimum 5 ans d'ancienneté, de service d'active, et notamment 3 ans en qualité de sous-officier. Alors, les missions de la division des affaires pénales militaires, rapidement, et dans la continuité de ce qu'a dit Camille tout à l'heure, eh bien, nous avons pour mission d'analyser tous les sujets, toutes les législations, tous les projets de texte qui pourraient avoir un impact sur le risque pénal du ministère des Armées, pas que des militaires d'ailleurs, bien sûr, mais de toute l'activité du ministère des Armées qui pourrait toucher de près ou de loin à sa singularité, qui pourrait nécessiter, le cas échéant, des aménagements de la dite réglementation ou législation. On fait bien évidemment une analyse aussi de toute situation qui nous est soumise par une armée, une direction ou un service sur une problématique particulière, un risque pénal dans une situation déterminée. Nous assurons la gestion du corps des greffiers militaires, c'est important aussi de le dire, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nous assurons, avec les greffiers militaires qui sont en différents points du territoire, j'y reviendrai tout à l'heure, nous assurons l'interface entre le monde judiciaire et le monde des armées, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Camille, nous fêtons cette année les 40 ans de la justice militaire moderne, c'est-à-dire que, vous le savez déjà, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, en temps de paix, aucun militaire n'est jugé par ses pairs. Il est tout militaire qui a commis une infraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions est jugé par des magistrats de l'ordre judiciaire, mais par une juridiction, je dirais, spécialisée. J'y reviendrai tout à l'heure. Toujours est-il que pour nos missions particulières liées à cette singularité, à l'interface entre le monde judiciaire et les armées, nous avons pour mission principale, pour mission en tout cas, de rédiger au nom du ministre les avis préalables, puisque nous sommes aujourd'hui dans un système, je dirais, équilibré, respectant les missions respectives de la justice et du ministère des Armées. Le ministère de la Justice a toute l'attitude pour mettre en mouvement l'action publique, mais vous le savez sans doute, le procureur de la République ne peut pas mettre en mouvement l'action publique sans avoir sollicité l'avis du ministre des Armées. Je vous épargne les détails et les autorités potentiellement habilitées, mais l'esprit et l'idée est là. Et c'est un avis très important qui est rendu à la fois en droit, mais aussi en opportunité. Donc c'est un moment particulièrement important dans lequel le ministère va faire la synthèse de tout ce qu'il sait d'une affaire, éventuellement des suites qu'il a pu donner en interne, en termes de retour d'expérience, en termes de disciplinaire, en termes de modification des process, que sais-je encore, et va revenir vers la justice en lui disant voilà ce que le ministère des Armées pense de cette affaire et des poursuites pénales qui peuvent, doivent, pourraient être engagées contre tel ou tel militaire. Et juste une précision, ça n'est qu'un avis, ce n'est pas un avis conforme. C'est-à-dire que le magistrat est libre de suivre ou pas. Je ferme la parenthèse. Tout à fait, c'est tout à fait libre de le suivre. On est toujours heureux quand, effectivement, un procureur de la République a suivi notre avis, mais ça, c'est plus une question d'orgueil qu'autre chose. Voilà. L'intérêt de cet avis, effectivement, et c'est l'intérêt d'avoir des magistrats de l'ordre judiciaire et des greffiers militaires qui ont une vie militaire avant d'être greffiers, c'est de rendre un avis, je dirais, robuste et qui soit particulièrement, je dirais, cohérent et directement exploitable par la justice. Évidemment, ça
ça exige de la justice qu'elle nous ait transmis tous les éléments de son enquête. Et évidemment, de l'autre côté, ça nous demande de recenser les différentes retours sur tel ou tel événement qui ont pu être faits par les différentes directions armées ou services. Donc, comme je le disais, c'est le slide suivant sur les dates les plus importantes. Ce que nous devons retenir, c'est effectivement la loi de 82 qui a supprimé les juridictions militaires et qui a donc désormais consacré le fait que tout militaire qui aurait commis une infraction dans le cadre de ses fonctions sera jugé par une juridiction spécialisée, mais avec des magistrats de l'ordre judiciaire, avec, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette spécificité de l'avis nécessairement rendu, à cause de nullité d'ailleurs, par le ministère des Armées. Alors, le rôle des greffiers militaires, ça sera le slide suivant, il va être assez clair. Les greffiers militaires qui sont à la fois en état-major, à la fois dans les différentes juridictions de droit commun spécialisées, vont avoir un rôle un petit peu différent en fonction de l'endroit où ils se situent. En juridiction, eh bien, ils sont là pour éclairer les magistrats sur le métier de militaire, puisque c'est évidemment un monde particulièrement complexe, une organisation particulièrement complexe, et les magistrats n'ont pas forcément une connaissance très précise, même si nous y travaillons également, puisque je ne l'ai pas précisé, mais la division des affaires pénales militaires a pour mission également d'assurer des missions de formation des magistrats. Nous assurons des stages de découverte des armées notamment, ouverts à tout magistrat pour, je dirais, avoir une connaissance un peu plus pointue des armées que le commun des mortels. Effectivement, la fin du service militaire que j'ai eu l'honneur de réaliser fait que, effectivement, la connaissance des armées est souvent réduite chez les magistrats. Même si j'ai tendance à parfois dire que ça peut être parfois pire aussi d'avoir fait son service militaire et d'avoir une image de l'armée qui est finalement très très différente de ce qui existe aujourd'hui. Ça peut également être un danger, mais passons. Donc en juridiction, les greffiers militaires vont pouvoir rappeler aux magistrats les différentes spécificités, l'obligation absolue en cas de validité de poursuite de solliciter l'avis du ministre. Et puis, évidemment, ils ont un rôle d'auxiliaire de justice, de greffier, puisque les greffiers militaires sont certes des militaires, mais sont qualifiés en tant que greffiers et réalisent les mêmes tâches qu'un greffier, je dirais, civil. Et ils sont formés pour cela, à la fois par nous, la division des affaires pénales militaires, et à la fois par l'École nationale des greffes, pendant une dizaine de mois à l'issue d'un examen qui ensuite, d'ailleurs, est sanctionné par un concours de fin de formation. En état-major, le rôle du greffier militaire, riche de son expérience, puisque vous avez compris, les greffiers militaires vont alterner des fonctions à la fois en juridiction et en état-major. Le fait d'avoir travaillé en juridiction leur permet très précisément d'avoir une connaissance très concrète du fonctionnement de la justice, dans toutes ses particularités, y compris celles qui, comme chacun sait, peuvent poser difficultés, lenteur, manque de moyens, etc. Et donc ça, ce sont des éléments particulièrement indispensables, particulièrement riches, qui justifient que le corps des greffiers militaires existe encore aujourd'hui, au-delà du temps de guerre que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais que le corps est survécu à la fin des juridictions purement militaires. Cette connaissance fine du fonctionnement de la justice permet d'apporter au commandement une analyse particulièrement importante sur une infraction est-elle caractérisée, dois-je la dénoncer, dois-je faire un article 40, dois-je me contenter de la plainte de la victime, etc. Tout ce qui vraiment apporte, je dirais, en termes même d'image du ministère, un élément particulièrement important, puisque c'est aussi un des objectifs d'avoir ces greffiers militaires dans les différentes fonctions possibles, état-major, juridiction, administration centrale, c'est d'assurer aussi, en termes de dénonciation des infractions commises par le ministère, d'avoir une image particulièrement valorisée et valorisante, et effectivement à l'image de ce qu'on fait réellement, c'est-à-dire que c'est un ministère qui sait, et sans doute plus que d'autres, révéler les manquements, les infractions qui peuvent être commises en son sein. En administration centrale, je n'y reviens pas, je l'ai
évoqué, ça rejoint les fonctions et les missions de la division des affaires pénales militaires. Alors, une cartographie pour que vous puissiez apprécier les affectations des greffiers militaires. Vous les avez dans les 9 juridictions, parce que je crois ne pas l'avoir précisé, les 9 juridictions de droit commun spécialisées qui vont donc regrouper les affaires pénales militaires. Donc, encore une fois, des juridictions classiques de droit commun, mais avec des chambres spécialisées dans lesquelles les magistrats vont, plus que si vous aviez autant de juridictions, de juges que de juridictions civiles, qui vont pouvoir, compte tenu du fait qu'ils vont régulièrement voir des affaires pénales militaires et être plus régulièrement en relation avec les armées, avoir une connaissance plus fine des affaires pénales militaires. Donc 9 JDCS, 8 sur le territoire métropolitain et une à Cayenne. Les greffiers militaires sont par ailleurs, vous voyez, disséminés dans les différents états-majors de zones de défense et Seclant et Sekhmet, outre notamment Djibouti. La commission du secret de la défense nationale également, et l'inspection de la marine nationale. Effectivement, dans les éléments, dans les missions qui nous est attribuée également, nous avons tout le travail sur la protection du secret de la défense nationale, puisque vous savez, comme moi, que les magistrats judiciaires n'ont pas accès aux documents classifiés et doivent nécessairement passer par une procédure et par l'autorité administrative indépendante qu'est la commission du secret de la défense nationale pour éventuellement y avoir accès. Et nous sommes aussi les gardiens de ce temple et assurer en bonne intelligence les demandes, les requêtes en déclassification. Nous avons donc un greffier qui est posté à la CSDN. Et voilà, ce qui nous fait, ça sera le slide suivant, celui d'après d'ailleurs, celui-ci très bien. Nous avons un effectif de 71 greffiers militaires avec un objectif cible, je dirais, de 80 à échéance 2026, autant que ce sera possible. La répartition, 30 officiers, 41 sous-officiers, et donc j'ai évoqué 4 magistrats civils détachés avec des grades d'assimilation qui sont pour les magistrats postés uniquement à la division des affaires pénales militaires. Ce corps est un corps qui, je le signale, est un corps fortement féminisé. Un des corps sans doute un des corps les plus féminisés d'ailleurs du ministère. Vous voyez 58% de femmes, 42% d'hommes, avec une répartition différente, une forte proportion de femmes chez les sous-officiers. Je précise d'ailleurs que notre mode de recrutement et d'avancement fait que nous ne recrutons pas d'officiers. Tous nos officiers sont recrutés à partir des sous-officiers, à partir d'ailleurs de 9 ans minimum d'ancienneté en tant que sous-officier. Le service de la justice militaire, les greffiers militaires auront donc, ce sera le slide suivant, la chance, l'honneur, pour la seconde fois de défiler sur les champs et de partager la flamme. Nous serons donc 37 à défiler, votre serviteur, 4 greffiers militaires qui porteront et qui garderont le fanion que j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est une nouveauté pour le corps, 3 magistrats, chefs de section, et donc une troupe de 30 greffiers militaires. Ça nous fait 6 colonnes, 5 rangs, relativement espacés pour compenser le fait que nous ne soyons pas si nombreux que cela, mais nous occuperons un espace très important des champs et nous en sommes particulièrement fiers. Un mot peut-être du fanion que vous allez voir notamment sur vos écrans sans doute de télévision. C'est un fanion que l'on vient de créer parce que ce fanion nous manquait pour défiler, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement valorisant que d'avoir un fanion. Il a été homologué cette année par le SHD. Il représente, alors je ne vais pas vous détailler ce côté-là, vous allez retrouver sur l'héraldique du fanion les différentes symboliques. Et vous retrouvez principalement, vous ne serez pas étonné, l'épée, la balance et le glaive qui représentent le caractère
tout à fait équilibrée finalement de notre système actuel de justice militaire qui, comme je l'ai indiqué, donne toute latitude à la justice pour décider des poursuites tout en ayant une oreille attentive à ce que les armées peuvent elles-mêmes penser des faits qui ont pu être commis. L'objectif à la fois de disposer de magistrats et de greffiers militaires armés, armant à la fois les états-majors et les juridictions, eh bien, c'est d'assurer cette confiance mutuelle et réciproque qui nous permet également, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de travailler également sur les réquisitions judiciaires lorsque c'est possible, et aussi d'éviter que dans les enquêtes judiciaires, il y ait éventuellement, comme je le dis souvent, soit trop peu, soit pas assez d'éléments, à la fois trop peu pour contextualiser tel ou tel incident, accident, élément particulier, et trop également, puisque il n'est pas toujours nécessaire que dans les enquêtes judiciaires, il y ait énormément d'éléments, je dirais, de contours qui ne répondent pas à la question juridique et judiciaire, mais qui pourraient, pour des raisons X, porter préjudice aux uns et aux autres. Voilà pour la présentation du service de justice militaire et de ce corps qui aura donc l'honneur de défiler en 2022. Et en résumé, donc en fait, c'est, je pense, le plus petit corps des armées, parce que vous ne trouvez pas de corps avec 71 personnes, Non. Qui sont placés en fait au cœur d'enjeux majeurs qui sont de 3 ordres en fait. Un enjeu de commandement, c'est-à-dire conseiller en matière pénale de commandement. Un enjeu de préservation de la singularité militaire, c'est-à-dire que le dialogue entre la justice et les armées passe nécessairement par ces greffiers pour éclairer chaque partie et prendre en compte les particularités du fait militaire. Et enfin, un enjeu de réputation, c'est-à-dire que effectivement, les armées doivent être exemplaires, y compris dans leur relation avec la justice et dans la dénonciation on va dire, des crimes et délits éventuels. Voilà. Merci pour votre attention. Bonjour, Gabriel Thierry pour Dalloz Actualité. On vous a peut-être prévenu, on va profiter de ce point presse pour faire un focus dans la revue sur les métiers de la justice militaire. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole pour mes confrères, mais du coup, je voulais savoir si vous pouviez préciser le mode d'accès et les qualités que vous recherchiez chez les greffiers militaires. Vous n'avez pas évoqué le nombre et l'activité des magistrats détachés. Si on peut en parler, ça m'intéresse aussi. Et savoir si vous aviez des éléments statistiques en termes d'activité de la division, et notamment, puisque vous évoquiez que les avis évidemment n'étaient pas contraignants, quelle est la part en fait d'avis suivis qui reflèterait, qui serait peut-être un indicateur de qualité, quoi. Très bien. Alors pour la première question, qu'est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous recherchons lors du recrutement des greffiers militaires? Alors, précision très importante, c'est que lorsque nous recrutons, nous ne cherchons pas à la base des juristes. Voilà. C'est un point important puisque nous assurons précisément cette formation. Vous avez différentes épreuves que je ne vais pas détailler, mais ce qu'on recherche chez les greffiers militaires, c'est un intérêt évidemment pour la chose juridique, sans nécessairement un bagage juridique. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est la diversité de leur parcours antérieur, précisément pour pouvoir à la fois, une fois qu'ils auront acquis un bagage juridique de greffier, de pouvoir être utile à la fois pour le commandement et à la fois pour les juridictions. Voilà, donc ça répond sans doute qu'en partie à votre question. L'objectif est d'avoir des gens effectivement qui soient motivés, des parcours diversifiés. Nous essayons de représenter les différentes, d'avoir un recrutement qui représente les différentes armées. C'est un recrutement qui est très faible, hein, qui est de l'ordre de 4-5 par an. Je vous ai évoqué l'effectif cible de 80, on est à 71. Vous avez des entrées, des sorties, mais c'est un recrutement qui reste extrêmement limité.
Pour le sujet sur le nombre de greffiers, de magistrats détachés, vous avez 4 magistrats détachés aujourd'hui à la division des affaires pénales militaires, moi-même, et 3 chefs de bureau. Et vous m'avez posé une question sur l'activité, notamment à la fois l'activité et le fait de savoir si les avis sont suivis. Alors, l'activité, difficile de vous donner des chiffres, mais on est de l'ordre de 3000 avis, dénonciations par an sur l'ensemble du territoire national, ce qui ne reflète pas l'activité, bien évidemment, à la fois ni de la division des affaires pénales militaires qui a d'autres missions, ni non plus des greffiers militaires en état-major, puisque se greffe là-dessus un certain nombre de choses. Et on n'a pas nécessairement, comme je vous l'indiquais, vous allez avoir demande d'avis lorsque le procureur entend, a priori, réaliser des poursuites. Vous pouvez avoir des cas où nous avons réalisé une dénonciation, par exemple, et pour lequel, ou alors même sans dénonciation, et pour lequel le procureur de la République, finalement, va procéder à un classement sans suite, sans avoir eu besoin de solliciter un avis. Alors, savoir si les avis sont suivis ou pas suivis, je dirais, ça aussi, c'est assez diversifié. Je dirais que, globalement, oui, mais ça n'engage que moi. En tout cas, ce à quoi on est particulièrement attentif, justement, c'est que ces avis soient sincères et robustes, si je puis dire. C'est qu'effectivement, il y ait suffisamment de matière pour que le procureur se pose les questions utiles. Les dénonciations, les avis vont notamment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, reprendre les suites qui ont pu être données au sein du ministère. Bien évidemment que lorsqu'on est sollicité par un procureur sur telle ou telle affaire, on va rechercher et on va indiquer les suites disciplinaires qui ont pu être données ou pas. On va expliquer s'il y a eu ou pas enquête de commandement, pourquoi a-t-elle eu lieu, pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu, quelles sont les suites qui ont pu être données de façon individuelle ou même plus structurelle. Voilà. Donc ça ne répond pas tout à fait à votre question parce que la question, si vous voulez, ça dépend vraiment des affaires. Il y a des fois où on n'est effectivement pas suivi, d'autres où on l'est. S'agissant par exemple des désertions, par exemple, en général, lors des signalements, les différentes armées vont expliquer la suite qui a déjà pu être donnée en interne, notamment résiliation de contrat, qui va un peu mettre le procureur sur certaines pistes. Et puis, comme je vous l'indique, c'est un avis en droit et en opportunité, donc on n'hésite pas à indiquer, le cas échéant, que pour nous, un classement sans suite serait opportun, qu'à l'inverse, des poursuites sont engagées, que si un classement est prononcé, eh bien, telle ou telle alternative aux poursuites semblerait opportune, etc. Globalement, je dirais que la qualité des avis, le fait de savoir si on est suivi, va aussi dépendre de la qualité de l'enquête et de la façon dont les affaires les plus complexes, parce que c'est celle-ci qui nous intéresse, hein, savoir si on est suivi ou pas, le fait de savoir si l'enquête a été bien menée et s'il y a eu un échange, le cas échéant, suffisamment utile et riche entre les enquêteurs, pas forcément la DAPM, mais les greffiers militaires, les états-majors de zone de défense ou les autres structures que j'ai évoquées, pour que, et c'est notre démarche proactive, notamment pour accélérer le temps de la justice. Je suis bien placé pour savoir que le temps de la justice n'est ni le temps judiciaire ni le temps militaire, et que la plupart du temps, des enquêtes longues préjudicient très clairement à tout, à la vérité judiciaire, mais également à ceux qui sont victimes ou auteurs d'ailleurs. Et donc nous avons une démarche proactive qui consiste, dès que c'est possible, d'aller vers l'enquêteur ou le juge en disant « de quoi avez-vous besoin ?» Voilà, pour accélérer le cours de la justice. Je pense avoir répondu. Bonjour. Bonjour, Sylvain Henry, rédacteur en chef à Acteurs Publics. Merci pour cette présentation extrêmement complète. J'avais deux questions. Est-ce que c'est bien la première fois que vous défilez le 14 juillet ? Vous l'avez précisé. Et autre interrogation, dans votre fonctionnement, dans votre organisation, est-ce que vous faites du benchmark ? Est-ce
que dans d'autres, chez nos voisins européens, il y a un fonctionnement comme celui-là où c'est vraiment... Merci. Alors c'est la seconde fois que nous défilons. Le premier défilé du service de justice militaire a lieu en 2017, donc c'est cette seconde occasion. Pour le benchmarking, non, je ne réalise pas de benchmarking à cette heure. Mais... Alors le parangonnage, en bon français, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a deux systèmes dans le monde, entre le monde anglo-saxon et le monde de droit romano-germanique. C'est-à-dire quand vous regardez les États-Unis et le Royaume-Uni, en fait, vous avez des militaires qui sont juges, avocats, en fait, ou en Israël, par exemple. Et donc, vous avez des juridictions militaires qui existent encore. Ce que nous n'avons plus, donc, que nous avons supprimé. Mais nous avons une juridiction civile spécialisée qui traite des affaires pénales militaires. Je pense que c'est la grande distinction qui existe. Et puis ensuite, évidemment, vous avez des distinctions procédurales, c'est-à-dire que vous avez la common law, où le procès se construit différemment avec les droits de la défense qui sont importants, puisque la défense enquête, la défense de l'accusé, bien sûr, alors que dans le système français, c'est un parquet qui enquête. Je pense que c'est les grandes distinctions. Et ensuite, effectivement, on a toujours un dialogue étroit avec nos partenaires européens, britanniques, etc. Je prends le cas des Britanniques. Vous savez, dans la common law, en fait, il n'y a pas de prescription. Et ils ont voté, il y a 2 ans, une loi pour organiser un dispositif de prescription d'une ordre de dizaines d'années pour éteindre certains contentieux et traiter les contentieux de l'Irlande du Nord, puisque quand vous n'avez pas de prescription, ça veut dire que vous pouvez engager un procès même 40 ans après les faits. Ce qui n'est pas notre cas, même si on a évidemment certains crimes, je pense aux crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. Voilà. Mais il est vrai que dans notre mode de fonctionnement au sein de la direction des affaires juridiques, le réflexe de regarder ce qui se fait ailleurs est le nôtre. Et si vous avez la curiosité de lire des projets de loi et ce qu'on appelle des études d'impact qui sont prescrites par une loi organique, en fait, il y a bien une obligation de regarder ce qui se fait en droit européen et chez nos partenaires avant de proposer une solution qui serait, en l'espèce, une loi ou une révision législative. Voilà. Du coup, j'en profite. Vous avez évoqué une augmentation du nombre de greffiers militaires de 71 à 80. C'est-à-dire que vous anticipez un surcroît d'activité. Est-ce que c'est lié au phénomène que vous souhaitez éviter, qui a été évoqué par Madame Faure, sur ce phénomène de la juridisation à outrance qui pourrait exister dans les armées? Et puis, de manière plus générale, peut-être... Quelle est votre analyse des enjeux qui attendent cette division dans les décennies à venir? J'ai 5 heures pour répondre à des questions. Pour la première question, l'effectif cible de 80, c'est une question... Il y a différents axes, mais déjà, c'est pour une respiration, je dirais, RH correcte aussi. Il y a certains postes qu'on ne peut pas nécessairement armer. Il y a des postes qui conviennent plus particulièrement à des officiers, d'autres à des sous-officiers. Il faut aussi permettre une respiration et des mutations soit plus fréquentes, en tout cas plus faciles. Et en fait, l'effectif correct est supérieur à celui actuel de 71, qui peut poser un certain nombre de difficultés pour armer certains postes. Voilà. Donc c'est plutôt cet objectif-là. C'est pas lié à une judiciarisation en augmentation ou pas, voilà, sachant que l'avenir de la division des affaires pénales militaires c'est un peu compliqué. Simplement, je pense que après 40 années de justice militaire moderne, avec un système qui, je pense, aujourd'hui est à la fois suffisamment assis et à peu près, je dirais, admis, puisque des militaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont plus jugés par leurs pairs, sont jugés par des magistrats judiciaires classiques, regroupés dans 9 juridictions spécialisées qui vont s'acculturer petit à petit. Eh bien, la démarche, c'est d'augmenter encore, je dirais, les échanges, les relations, les formations, et arriver, comme je vous le disais, de plus en plus à avoir un dialogue
intelligents dans le respect des uns et des autres, des prérogatives, mais notamment pour les enquêtes, ne pas nécessairement attendre que des enquêtes soient faites par définition de façon secrète, puisque je n'ai pas précisé que le fait que je sois magistrat judiciaire ne me donne évidemment aucun droit sur une enquête judiciaire en cours. C'est évident. Bien. Ça n'empêche pas d'avoir un dialogue utile et riche en disant, comme je le disais tout à l'heure, de quoi avez-vous besoin. Donc ça, c'est sans doute un axe sur lequel il faut qu'on renforce notre action, notre énergie, mais qu'on renforce aussi nos moyens, effectivement. Et donc, un effectif augmenté de greffiers militaires permettra plus facilement un suivi et cet aller-retour vers la justice et les enquêteurs. Et peut-être sur la vision à l'avenir, en fait, je pense que les affaires pénales sont toujours le reflet d'une société. Donc, c'est difficile de vous répondre, sachant que la particularité des armées, c'est qu'elles recrutent au plus près de la société, finalement, avec 26 000 personnes qui sont des jeunes qui ont suivi les journées défense et citoyenneté, etc. Et donc, les armées sont aux premières loges, finalement, des évolutions sociales, qui auront sans doute des conséquences en matière d'activité, de comportement. Et d'autre part, il y a aussi ce que décide le législateur. Je pense par exemple aux délits non intentionnels qui ont un poids qui est assez relatif aujourd'hui, en fait, mais qui pourrait évoluer, notamment parce qu'on est dans des sociétés où il y a un poids du droit qui est considérable en termes de consignes, précautions, normes applicables, etc. Donc c'est peut-être les lignes de fuite qu'on peut imaginer s'agissant de l'évolution des enjeux de cette division des affaires pénales militaires. J'ajouterais juste quelque chose, c'est que on constate quand même que le véritable risque, c'est pas le risque de condamnation pénale, c'est le risque d'exposition pénale, l'exposition des enquêtes judiciaires qui peuvent être longues, parfois trop longues, pour aboutir à quelque chose qu'on a déjà en tête, c'est-à-dire parfois rien. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, puisqu'on connaît les situations, on a des signaux faibles sur, notamment dans le domaine du harcèlement, etc., où, quand bien même chacun serait persuadé qu'il n'y a pas de matière pour le pénal, il y a matière à ce qu'il y ait un œil vigilant sur, effectivement, les réponses qui ont pu être données par les uns et par les autres dans leur champ de compétences pour éviter, effectivement, des plaintes. Il peut y avoir des plaintes de la part de militaires ou de civils militaires en augmentation, le cas échéant, comme c'est dans le cas de la société civile, par recherche d'une réponse, finalement, qui n'est même pas pénale, qui parfois est une demande, je ne sais pas faire la psychologie de cuisine, mais une recherche plutôt de réponse, une requête symbolique, je dirais, via une plainte pénale. Ça, c'est je pense, quelque chose qui est en augmentation et qui nous demande d'aller chercher dans les signaux faibles les choses qui méritent qu'on se mette autour de la table pour bien s'assurer que chacun a fait ce qu'il fallait pour pouvoir assez vite déminer une situation lorsque, le cas échéant, une plainte serait déposée par les uns et les autres et démontrer que tout a pu être fait en interne, si je puis dire.